Bonjour, chers courtiers, chers partenaires. Au nom d'ARAG, je vous souhaite la bienvenue à ce 4e webinaire et en même temps le dernier webinaire de cette année 2021. À une époque, je dirais où plutôt le télétravail dans le cloud devient la règle et où Facebook décide de changer son nom à Meta, eh bien, au sein d'ARAG, on s'était dit que c'était opportun de mettre en valeur l'assistance juridique dans un contexte de cybercriminalité. Mon nom, c'est Yves Reniers, je suis National Account Manager au sein d'ARAG et pendant les 60 prochaines minutes, je vais faciliter ce webinaire. Je vous rappelle que la digitalisation et que les changements technologiques facilitent notre vie de tous les jours. Tout va toujours plus vite, les achats en ligne, les réunions par Teams, l'échange de fichiers sur des plateformes en ligne. Et d'autre part, on constate en même temps que de plus en plus de personnes ont un profil sur un réseau social. Je pense à Instagram, Facebook, LinkedIn ou encore Twitter. Mais est-ce que vos clients sont toujours bien conscients des risques qu'ils encourent? Vous allez dire, quels risques? Des faux dans des profils Facebook, par exemple, ou de la fraude avec de la carte bancaire, ou encore de l'utilisation abusive des photos privées. Dans les prochaines 60 minutes, mes collègues et moi, on va essayer de mettre en avant la valeur ajoutée d'une solution d'assurance unique d'ARAG qui va aider et va résoudre ce genre de risque pour vos assurés, aussi bien en tant que particulier qu'en tant qu'entreprise. Mais avant de débuter et de se plonger dans le vif du sujet, je vais plutôt vous inviter à vous rappeler certaines règles très très pratiques, que les DIA et les enregistrements, on va vous les envoyer après la présentation, que par rapport à vos questions, vous pouvez les poser en bougeant votre curseur sur le Q&A, le bouton le Q&A, et finalement, je le répète, j'ai déjà souvent répété, pendant ce webinaire, à nouveau, on va vous poser 2 questions, 2 sondages. Il est impératif de répondre afin de valider votre participation et vos points de formation FSMA. Voilà, allons plutôt sur le programme. Qu'est-ce qu'ARAG a prévu pendant les 60 prochaines minutes? On va débuter avec Anne sur plutôt certains chiffres en termes de la cybercriminalité. Quelles sont plutôt les tendances? Qu'est-ce qu'on voit? Ou est-ce que ça reste encore quelque chose d'inconnu? Ensuite, on va bouger plutôt vers les dangers dans l'utilisation de l'Internet. Qu'est-ce qu'on constate dans les tendances au sein de nos jeunes? Et finalement, on va essayer de combiner avec Stéphanie une explication par rapport aux garanties et naturellement des cas très concrets par rapport à cette garantie. Voilà, on va commencer plutôt avec les chiffres en termes de cybercriminalité. Voilà, Anne, explique-nous un peu, qu'est-ce qu'il en est pour la situation sur le territoire belge? Merci Yves. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis ravie de vous retrouver à nouveau cet après-midi pour vous présenter avec mes collègues notre nouveau webinaire sur la cybercriminalité et la protection juridique. Donc, j'avais donc d'abord envie d'aborder avec vous quelques chiffres en matière de cybercriminalité. Alors, comme en atteste le tableau qu'on vous présente ici, au fait, la cybercriminalité connaît des très beaux jours devant elle, malheureusement. Il y a un nombre considérable de cybercrimes et ça, on s'en rend compte de plus en plus et au fil du temps. Bien entendu, ça reste malgré tout très compliqué de pouvoir mesurer la menace réelle qu'il y a en Belgique ou même à l'échelle mondiale. Malgré tout, nous disposons de certains indicateurs qui nous permettent malgré tout de pouvoir un petit peu quand même quantifier et d'évaluer les choses. Un de ces indicateurs, c'est notamment tous ces nombres de signalements que l'on répercute directement au CCB, donc le Centre pour la cybercriminalité en Belgique. On se rend compte de quoi? De plusieurs choses, que ces chiffres, au niveau de ces signalements, ne font eux aussi qu'augmenter. En 2018, là où on a rencontré uniquement 1600 signalements, ce chiffre ne fait que croître. En 2019, nous sommes déjà à presque 4500 signalements et la tendance continue à augmenter. Presque 7500 signalements pour fin 2020 et en 2021, la tendance est exactement également à la hausse et nous connaîtrons d'ici fin 2021 des chiffres qui arriveront aux alentours de 10 000 signalements. À proprement parler, au niveau de la cybercriminalité en Belgique, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme constat? Plusieurs choses.
La première chose, on constate déjà aussi qu'on a un nombre considérable de plaintes qui sont déposées de plus en plus auprès de la police. En effet, là aussi, pour un peu chiffrer les choses, sachez qu'en 2019, là où il y avait 30 000 plaintes, là aussi, la tendance est exactement à la hausse aussi. Le nombre de plaintes déposées directement à la Belgique ne fait aussi que croître. Deuxième constat que nous réalisons, c'est que malheureusement, il n'y a que 20% de ces cybercrimes qui sont répercutés, que ce soit auprès d'une plainte auprès de la police ou directement par un signalement auprès du CCB. Et dès lors, malgré tout, il reste 20% qui ne sont chiffrés nulle part. Dès lors, nous n'avons absolument pas du tout des chiffres qui reflètent la réalité que nous rencontrons sur le terrain, malheureusement. Troisième constat, aussi quelque chose qui peut vous interpeller, et oui, ces cybercrimes présentent un coût financier qui est plus ou moins de l'ordre de 1 000 € par personne victime. Et en effet, on est bien d'accord de vous à moi que 1 000 €, c'est peu, que des victimes connaissent malheureusement un impact financier qui est bien plus important qu'un millier d'euros. Au niveau de l'échelle mondiale, là, qu'est-ce qu'on constate ? Voilà, le Covid s'est invité parmi nous et dès lors, ça a aussi complètement bousculé nos habitudes de vie. On est resté beaucoup plus à la maison, on a télétravaillé et dès lors, premier impact, premier constat, mais oui, la criminalité a, elle, baissé en moyenne de 37% dans l'ensemble de nos grandes villes. Alors oui, moins de cambriolage, moins de vols de voitures, mais malgré tout, il y a d'autres chiffres qui, eux, ont complètement flambé. Alors là, au niveau cybercriminalité, les chiffres explosent, on est à une augmentation de 30%. Et oui, les cambrioleurs ont décidé de se réinventer et donc ont décidé de trouver d'autres méthodes pour pouvoir impacter leurs victimes. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place notamment ? Des mises en place de nouveaux sites internet pour mener des campagnes de spam, des pratiques de phishing et aussi de plus en plus de mise en place de logiciels malveillants. Tout ça parce qu'ils ont profité justement de ce climat un petit peu anxiogène que nous connaissons avec le Covid et qui a permis à justement fragiliser l'ensemble de la population. Quelques chiffres aussi pour illustrer ce que je viens de vous énoncer. Donc des chiffres qui nous ont été communiqués par Interpol, qui concernent donc le premier quadrimestre de 2020, où là on voit aussi cet impact percutant en matière de chiffres sur ce premier quadrimestre. 907 000 spams, 737 incidents qui sont liés justement à des logiciels malveillants qu'on appelle des malwares, et aussi 48 000 URL vers des sites web frauduleux. Bien sûr, toute cette cybercriminalité a aussi un impact à l'échelle mondiale. Comme vous pouvez le constater, et toujours des chiffres qui nous ont été transmis par Interpol, là aussi, c'est l'ensemble de notre planète qui est impacté. Il n'y a pas un continent qui n'est pas concerné par cette problématique de cybercriminalité, mais on peut le constater que 42% malgré tout de la cybercriminalité est vraiment axée sur l'Europe et dès lors, la Belgique est elle aussi en première ligne face à ces criminels. Merci en tout cas Anne pour ces chiffres hallucinants et voilà, cette problématique mondiale, même le corona, au contraire, a amplifié ce risque. Ça nous amène, je dirais, chers téléspectateurs, à cette première question. Le premier sondage, je le répète, il était important de participer pour valider vos points de formation FSMA. La question est la suivante. Selon vous, quelle est la forme la plus courante de fraude en ligne ? Cyberharcèlement, fraude d'identité ou plutôt le phishing ? Voilà, le temps que vous répondez et que Anne se rafraîchit. Voilà, on va plutôt attaquer le deuxième sujet, justement par rapport à les dangers de l'utilisation d'Internet. Voilà, quelles sont les tendances qu'on constate, quels sont les types de violations qu'on constate aussi bien chez les jeunes que chez les sociétés. Donc, voilà, Anne, peux-tu nous expliquer quelque chose ? Oui, je te remercie. Voilà, donc avec vous, je voulais aborder le deuxième point de ce webinaire et notamment tous ces dangers qui nous menacent finalement tous autant que nous sommes par rapport à cette utilisation d'Internet qui est de plus en plus massive. Et je vous le donne en mille, le sinistre, enfin le cybercrime number one en matière de cybercriminalité, voilà, c'est le phishing. En effet, c'est ces envois massifs de mails qui vont essayer de détecter toutes des données de connexion, obtenir des informations sur vos cartes de crédit, sur vos codes d'accès, sur vos codes PIN, etc. Et force est de constater que malheureusement, ça marche. Puisque, il y a déjà plus d'un Belge sur deux qui a reçu un mail phishing au cours des 6 premiers mois de cette année.
et que malheureusement, dans l'année 2020, il y a 60 000 de ces tentatives qui ont bien sûr réussi. Avec des enjeux financiers qui restent colossaux, puisque ça a engendré un coût de 34 millions d'euros. Le présent tableau ne fait finalement qu'attester ce que je viens de vous énoncer en matière de phishing. C'est vraiment quelque chose qui a une tendance à la hausse, qui existait en 2018, qui ne fait que croître, comme les chiffres l'énoncent, à plus d'1 million en 2019. On atteint des chiffres colossaux, à plus de 3 millions de mails phishing envoyés. Bref, la menace est véritablement là et véritablement réelle. Je vous propose dès lors d'illustrer tout cela par la vision d'une petite vidéo. Dat het online gebruik in België momenteel in de lift zit, wist u waarschijnlijk al. Dat het phishingprobleem in België een maatschappelijk probleem aan het worden is, wist u waarschijnlijk ook al. Maar wist u ook dat meer dan de helft van de Belgen het afgelopen half jaar een phishingbericht heeft ontvangen? Nu, wat zijn de gevolgen van dergelijk phishingaanval? Wat zijn de kosten die u moet maken om eventueel dit probleem te kunnen oplossen? En wat als uw financiële instelling het gestolen geld niet wil of kan terugbetalen? Nu, Jelle is slachtoffer geworden van een phishingaanval en legt kort uit hoe een rechtsbijstandsverzekering eventueel een oplossing zou kunnen bieden voor dit probleem. En Jelle had ook nooit niet gedacht dat hij slachtoffer zou worden van dergelijke phishingaanval, maar de gevolgen kunnen wel vrij groot zijn. Dag Jelle, goedemorgen. Chris, kom binnen. Dank u. Een jaar geleden zijn wij slachtoffer geworden van een geval van phishing. Dat is gebeurd bij de aankoop van iets op tweedehands.be, waar ik eerst een gesprek heb gedaan met die verkoper op een normale manier. Ik had ook al vaker dingen gekocht via tweedehands. Uiteindelijk heb ik een link gekregen met een betaalverzoek waar ik op geklikt heb. En dan kwam ik op een internetpagina, ogenschijnlijk van een van de grote Belgische banken, waar ik mijn kaartnummer heb ingegeven en waar ik ook het bedrag van de betaling moest ingeven, zoals je wel doet bij een online betaling, en waar ik dan ook uiteindelijk een responscode voor heb gegenereerd met mijn kaartlezer. Maar ik wist dus niet dat die responscode in feite niet diende om die betaling te autoriseren, maar dat die responscode gebruikt werd om mijn bankapplicatie eigenlijk te installeren op het toestel van de fraudeur, waardoor hij ook toegang zou krijgen tot al mijn bankrekeningen eigenlijk. Ik was mij totaal van geen kwaad bewust eigenlijk. En het was pas de ochtend daarna dat mijn vrouw is opgebeld door ons lokaal bankkantoor met de vraag of wij een overschrijving hadden gedaan naar het buitenland, omdat die rekening voor hun bekend stond als potentieel frauduleus. En dan bij nazicht van onze rekeningen zagen wij dat alle rekeningen gewoon leeggehaald waren tussen een periode van 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. Op dat moment konden ze bij de bank ook niet veel meer doen, want het kwaad was al geschied, om het zo te zeggen. Maar dat was natuurlijk voor ons een moeilijke situatie, want we hadden op dat moment al onze gelden stonden bij die ene bank en dat was allemaal verdwenen. En het is natuurlijk niet evident om dan je gezin te onderhouden. Hè. Gelukkig hadden we wel wat steun vanuit een netwerk rondom ons. Op verschillende malen geprobeerd om contact te krijgen met onze bank, waar eigenlijk altijd de bal is af of de boot is afgehouden. Om dan uiteindelijk een termijn te krijgen. We gezegd van kijk, we gaan dit onderzoeken en binnen 4 weken geven jullie uitsluitsel. En ook na het verstrijken van die termijn hebben zij eigenlijk geen bijkomende informatie verschaft. Wij hebben dan ook met onze verzekeringsagent contact opgenomen uiteraard, om te vragen of we überhaupt verzekerd waren tegen een verlies van gelden. Wat dan niet het geval bleek te zijn. Hè. Dat is geen materiële schade, werd er toen geoordeeld. In tweede instantie, omdat we wisten dat het misschien wel moeilijk zou zijn om ons geld te gaan terugzien, hadden we ook geïnformeerd of dat onze rechtsbijstandsverzekering zo'n geval zou dekken. En dat bleek dan helaas ook niet het geval te zijn. Maar goed, uiteindelijk moet je dan een keuze maken. Als de bank niet ingaat op je verzoek om terug te betalen, dan moet je op een gegeven moment beslissen of je een advocaat wilt onder een arm nemen. Dat hebben we dan ook maar gedaan, met het risico van ook de advocatenkosten natuurlijk kwijt te zijn aan het einde van de rit. Maar we hebben dan onze advocaat in eerste instantie een ingebrekenstelling laten doen, die ook eigenlijk is gebleven zonder reactie van de bank.
En uiteindelijk zijn we overgegaan tot het opsturen van een dagvaarding en het starten van een gerechtelijke procedure om ons geld terug te krijgen. Een van de redenen waarom dat we dat ook gedaan hebben, is omdat de Belgische wet eigenlijk voorschrijft dat een bank verplicht is om niet toegestane betalingstransacties terug te betalen aan hun cliënteel, tenzij dat er sprake is van grove nalatigheid. En die grove nalatigheid is dan ook wat onze bank ons verweten heeft, hoewel dat naar onze mening absoluut niet het geval was. Grove nalatigheid is ook niet gedefinieerd in de wetgeving. Maar bijvoorbeeld, of een voorbeeld van een grove nalatigheid zou kunnen zijn dat je je bankkaart kwijtspeelt en daar staat een pincode plakt erop, of je geeft telefonisch je bankgegevens door en je pincode door. Maar dat is bij ons absoluut niet het geval geweest. We hebben enkel met onze kaartlezer een responscode ingegeven op een betaalscherm. Maar goed, dan zijn we uiteindelijk inderdaad die gerechtelijke procedure gestart. Ondertussen hebben we ook al een uitspraak gekregen van de rechtbank in de eerste aanleg, waar de rechter ook geoordeeld heeft dat wij inderdaad geen grove nalatigheid hebben begaan. En is onze bank ook veroordeeld tot het terugbetalen van het geld dat ons ontvreemd is. Maar de bank is tegen die beslissing in beroep gegaan, waardoor dan nu, en die is nog steeds lopende. Dus in laatste aanleg gaat dan het vonnis definitief en het voerbaar worden. Maar ondertussen lopen onze gerechtskosten en onze advocatenkosten uiteraard ook weer verder op. Voilà, maintenant je voulais aborder avec vous toute la problématique sur un autre cybercrime fort important, le cyberharcèlement. Là, on se rend compte que malheureusement, la jeune population est celle qui est la plus sujette, la plus sensible à la fraude sur le net. D'ailleurs, de nombreux médias ont écrit à ce sujet, de nombreux articles sont parus dans la presse à cet égard. Et là aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont aussi très alarmants, dans la mesure où on se rend compte que 33% de nos enfants ont malheureusement déjà fait l'objet d'une forme de cyberharcèlement. Que là aussi, le Covid qui s'est invité parmi nous n'a pas été que bénéfique, puisque aussi tout ce côté cyberharcèlement a été malheureusement, les chiffres liés à cela a été doublés depuis que nous sommes en confinement. Et que là aussi, où il n'y avait que 4% des parents qui signalaient un cyberharcèlement sur l'un de leurs enfants, malheureusement déjà aujourd'hui, le chiffre est porté à 25%. Ensuite, ce que je voulais aborder aussi avec vous comme problématique, c'était toute la problématique autour du sextortion et du grooming. Alors, qu'est-ce qu'on cache ces termes un petit peu barbares? Alors, tout ce qui concerne, entre guillemets, le sextortion, là, vous êtes face à un cybercriminel qui va utiliser des photos, des vidéos à caractère sexuel pour faire du chantage auprès de sa victime. Et là aussi, attention, vos webcams sont aussi des outils qui peuvent se retourner contre vous parce qu'ils permettent notamment aussi de prendre des photos. Ces photos, elles peuvent être photoshopées. Et là aussi, vous vous retrouvez face à un cybercriminel qui, malheureusement, étant malveillant, va aussi vous faire chanter en vous menaçant de publier les photos, même si ces photos sont tout à fait tronquées. En ce qui concerne le grooming, là oui, on revient dans l'univers de vos enfants aussi et des enfants de vos assurés. Parce qu'attention, là, le cybercriminel, que va-t-il mettre en œuvre? Il va se faire passer pour un enfant, pour être un mineur au même titre que ceux qui l'écoutent, qui le lisent, et pour leur sortir toutes sortes de services, leur retirer de l'argent, leur obtenir aussi de ces mineurs des faveurs sexuelles. Donc là aussi, quand on prend connaissance de ces chiffres, là aussi, j'imagine à la lecture de ce qui est énoncé dans le présent slide, vous êtes aussi un peu alarmés. Parce que là aussi, en tout ce qui concerne le grooming, là aussi, on se rend compte que les chiffres ont déjà quadruplé. Que pour tout ce qui est sextortion, oui, là aussi, une augmentation tout à fait considérable de l'ordre de plus de 118%. Et pour aussi toutes les plaintes de ces jeunes victimes par rapport à justement des intimidations d'ordre sexuel, là aussi, ça ne fait que doubler. Là aussi, malheureusement, ça rencontre encore, malheureusement, entre guillemets, un véritable succès, c'est toutes les fraudes à l'amitié ou à la rencontre. Là aussi, votre cybercriminel, il a un but ultime, c'est de vous faire payer, de faire payer à sa victime, quoi qu'il arrive, vous soutirer de l'argent de toutes les façons possibles. Là aussi, quand on prend un peu connaissance des chiffres de l'année qui vient de s'écouler en 2020, voilà aussi 1300 signalements. Là aussi, quand on fait juste un comparatif avec la situation avant Covid et la situation Covid, on a déjà aussi doublé tous ces chiffres et les enjeux financiers sont colossaux, comme vous pouvez en prendre connaissance sur le slide.
La dernière chose que je voulais voir avec vous en matière de danger lié à la cybercriminalité cet après-midi, c'était toute cette problématique aussi d'usurpation d'identité. Là aussi, vous êtes face vraiment à des gens qui vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir aussi aller voler des données personnelles de leurs victimes, pour se faire passer par eux, donc violer leur identité. Et ça, toujours dans un but, bien entendu, de malveillance. Que ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être simplement dans le but de faire des achats au nom de la personne qu'ils ont volé l'identité. Donc, bien entendu, ils vont faire des achats qu'ils n'honoreront absolument jamais, comme ils vont aussi se faire passer pour vous et donc envoyer des messages vers vos amis, vos familles, etc., vos contacts, pour essayer donc là de faire de nouvelles victimes et aussi de soutirer de l'argent à tous ces contacts. Donc là aussi, des fois, vaut mieux un exemple qu'un long discours, et je vous propose de prendre connaissance de ce genre de message que nous avons, je pense, quasi tous à peu près reçus, nous incitant à justement faire ce genre de manipulation qui est malheureusement in fine regrettable. Merci en tout cas, Anne, à nouveau pour ces exemples assez interpellants, que ce soit le sextortion ou le grooming. Mais je vous rassure, chers téléspectateurs, Stéphanie va nous expliquer que par rapport à ça, il y a naturellement des solutions aussi, des solutions d'assurance comme en protection juridique, n'est-ce pas? Tout à fait, merci Yves. Voilà, ravie d'être effectivement encore présente avec vous pour ce webinaire axé sur la cybercriminalité. Donc je vais pour ma part aborder les choses d'une façon assez pratique, si je puis dire, puisqu'on va évoquer ensemble non seulement les domaines assurés par notre assurance protection juridique ARAG Web Active et ensuite l'illustrer par des cas tout à fait concrets que nous avons pu rencontrer à l'occasion du traitement de nos dossiers. Alors, on l'a dit, le digital a envahi tous les pans de notre société. De nouveaux besoins en ont résulté, de nouvelles réglementations juridiques ont vu le jour et, bien sûr, de nouveaux conflits juridiques très spécifiques sont apparus. ARAG s'est mis en phase avec cette révolution numérique, si je puis dire, dès 2013, puisqu'elle a offert et elle a lancé à ses assurés, d'abord dans un premier temps à destination des particuliers, mais ce sera étendu ensuite à notre gamme business, un nouveau produit, protection juridique, axé sur cette cybercriminalité, c'est le produit ARAG Web Active. Alors, qui est couvert tout d'abord ? L'assuré, naturellement, qui a souscrit le contrat, mais pas seulement. On retrouve une définition assez large, puisque rentre également dans la catégorie d'assurés le conjoint ou le partenaire cohabitant, les personnes qui logent habituellement chez l'assuré et aussi les enfants, même s'ils ne logent plus chez notre assuré, mais qu'ils donnent encore droit aux allocations familiales. Dans quelles circonstances? Donc, dans un premier temps, je l'ai dit, lorsqu'on a lancé notre produit protection juridique en 2013, ce produit s'adressait exclusivement à destination des particuliers. Donc, il faut que le litige soit né dans la vie privée et, évidemment, qu'il soit né à la suite de ou en lien avec l'utilisation d'Internet. Donc, l'assuré, dans notre gamme particulier, ne sera évidemment pas couvert si le litige a un lien avec une activité commerciale, une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant. Alors, quels sont les domaines assurés? Ce sont les domaines qui sont donc repris dans la colonne extrême gauche. Alors, je crois important évidemment de m'attarder quelque peu sur ce slide parce que sous ces différents vocables, vous avez en fait des couvertures qui sont plus importantes. On retrouve tout d'abord le recours civil. Donc le recours civil dommage online va être activé lorsqu'il s'agira de mettre en cause la responsabilité civile extra-contractuelle d'un tiers pour tout d'abord une atteinte à la réputation de l'assuré via Internet. Alors il faut entendre par atteinte à la réputation de l'assuré via Internet une atteinte à l'un des droits suivants. Vous avez le droit au respect de la vie privée, le droit à l'honneur, le droit à la liberté d'expression ou encore le droit à l'image. Et il faut évidemment que l'atteinte à l'un de ces droits ait été commise d'une façon telle qu'elle pourrait constituer une infraction au code pénal. Je donnerai des exemples plus tard, mais donc voilà une première catégorie, recours civil dommage online. Deuxième catégorie, c'est l'action en dommages et intérêts contre un tiers fondée sur une responsabilité civile extra-contractuelle suite à une usurpation d'identité.
on en a parlé. Donc là aussi, bien évidemment, le produit ARAG Web Active intervient. Troisième volet, l'action dommages et intérêts contre un tiers, fondée sur une responsabilité civile extra-contractuelle naturellement, suite cette fois à un usage frauduleux via Internet d'un moyen de paiement. C'est le fameux phishing dont on a déjà parlé. On retrouve également la défense pénale. La défense pénale, eh bien, c'est lorsque l'assuré est poursuivi pour une infraction commise lors de l'utilisation d'Internet. Attention, qu'elle mérite d'être soulignée, il y a toujours cette exclusion pour les crimes et les crimes correctionnalisés. Et pour les autres infractions intentionnelles, la garantie ne sera accordée que pour autant qu'il y ait une décision d'acquittement. On retrouve également la défense civile droit d'auteur. Le contrat généraux dit online conclut de plus en plus de contrats via Internet, donc c'est une garantie à laquelle on fait effectivement fort appel. Et enfin, ce qui est toujours très innovateur dans notre produit Web Active, c'est la garantie delete service. C'est quoi la garantie delete service? Eh bien, pour autant que l'assuré soit victime d'une atteinte à la réputation via Internet, et donc une atteinte à l'un des droits qu'on a évoqués dans la garantie recours civil, et que les faits, évidemment, soient commis en période de couverture, eh bien, nous prenons en charge les frais d'un fournisseur de services spécialisé, choisi par nous, qui supprimera le contenu préjudiciable ou illégal sur Internet. Je reviendrai avec des exemples plus concrets par la suite. Alors, premier domaine assuré, nous l'avons dit, le recours civil, ben voilà, le phishing. Notre assuré est victime de pratiques de phishing, ce qui a entraîné le vol sur un compte bancaire. La banque n'entend pas rembourser l'argent perdu. Notre assuré nous déclare un sinistre et souhaite mettre sa banque en demeure de le rembourser. Autre exemple, la fille mineure de notre assuré est contactée en ligne par un homme adulte mal intentionné qui se fait passer pour un camarade de son âge et grâce à des pratiques de grooming dont Anne vous a parlé, eh bien, il obtient des photos, des vidéos compromettantes qu'il publie ensuite sur les réseaux sociaux. Il faut poursuivre l'homme en question. Eh bien, évidemment, nous sommes ici dans la catégorie recours civil. Dernier exemple, une personne, usurpation d'identité, utilise le nom et les photos de notre assuré pour créer un compte Facebook et demande de l'argent à ses amis par le biais de ce faux compte. Défense pénale et civile. Le fils de l'assuré copie une illustration sur Internet et l'utilise dans une présentation publique. L'auteur porte plainte contre le fils de l'assuré. Là, nous serons dans la catégorie défense civile, droit d'auteur. Contrat en ligne, on pourrait multiplier les exemples, mais ici, voilà, on achète une télévision via Internet et à son arrivée, elle se révèle endommagée. Pour la garantie delete service, on pourrait imaginer le scénario suivant. Un ancien partenaire publie des images intimes de vous sur un blog et pour faire disparaître ces images, eh bien, on va pouvoir actionner la garantie delete service pour, aux frais d'ARAC, eh bien, venir supprimer ce contenu préjudiciable. Alors, à quel prix donc, je vous laisse découvrir effectivement à quel prix cette garantie est offerte pour nos produits particuliers. Donc, on retrouve dans nos produits bronze, silver, Fisk Access et Fisk Gold. Je l'ai dit, c'est en 2013 que nous avons lancé cette protection juridique, d'abord exclusivement à destination des particuliers. C'est donc dans un second temps qu'on l'a étendue à notre gamme business. Elle est d'ailleurs comprise dans le Fisk Gold et dans nos produits Business Gold. Voilà, pour un premier tour, je passe la parole à Yves. Merci Stéphanie, en tout cas, voilà, avoir éclairci, je dirais, l'aperçu de ce produit Web Active avec naturellement l'étendue de ses garanties en termes de territorialité et de délai d'attente. Je vous invite, téléspectateurs, à participer au deuxième sondage. La question est la suivante. Proposez-vous actuellement le produit Web Active à vos clients? Oui, non, non, mais je compte recommander ce produit à mes clients à l'avenir. Voilà, et le temps que vous répondez de votre côté, il serait naturellement intéressant, Stéphanie,
d'essayer d'illustrer voilà, les différentes garanties de ce produit actif à travers de quelques exemples concrets qu'on a pu voir les dernières années chez ARAG. Oui, tout à fait. Donc, pour le coup, on va encore citer quelques exemples, et cette fois-ci, ce sont des exemples extrêmement concrets, puisqu'il s'agit des dossiers que nous avons eu à traiter. Alors, premier dossier pour lequel nous avons effectivement couvert notre assuré sous le volet ARAG Web Active, eh bien, c'est les données personnelles de notre assuré qui ont été publiées sur un site pornographique par un auteur évidemment qui se révèle inconnu. Et donc, notre assuré recevait, il y avait évidemment la désagréable surprise de recevoir un nombre important de messages d'hommes inconnus sur WhatsApp. Alors, notre assuré n'avait évidemment pas publié cette annonce et donc elle a déposé plainte à la police, tout simplement. Elle avait des soupçons sur le malfaiteur qui est en fait l'ex-femme du partenaire actuel. Un dossier a été ouvert chez ARAG et étant donné la gravité de l'affaire, eh bien, nous avons pu prendre tout de suite 2 mesures. Nous avons contacté évidemment la firme indépendante, donc dans le cadre de la garantie Delete Service, pour immédiatement supprimer l'annonce et nous avons conseillé à notre assuré de déposer une plainte avec constitution de partie civile par le biais d'un avocat contre X dans un premier temps pour que l'avocat puisse effectivement diligenter une enquête. L'idée, c'est évidemment de demander au juge d'instruction d'accomplir des devoirs d'information complémentaires pour tenter de trouver l'adresse IP du responsable et donc avoir un tiers identifié contre lequel se retourner pour réclamer, bien évidemment, des dommages et intérêts, notamment pour atteinte au droit à l'image. Cependant, voilà, dans ce cas-ci, la partie adverse n'a malheureusement pas pu être poursuivie à défaut de charges suffisantes. Toujours est-il que le coût du delete service a été pris en charge par ARAG, de même que naturellement les frais externes liés à l'intervention de l'avocat. Autre exemple, on l'a déjà évoqué, c'est évidemment le contrat généraux online. Donc, de plus en plus, nos assurés prennent la liberté de contracter via Internet, avec toutes les difficultés que cela comporte. Alors, avec évidemment la propagation du coronavirus, on a vu de nombreux voyages et vols qui ont été annulés. Et donc, avec le coronavirus, les assurés se sont retrouvés face à une situation où ils ne pouvaient plus voyager, où ils s'étaient naturellement obtenir un remboursement de leur billet d'avion. Alors, on le sait, en Belgique, certaines mesures ont été prises. Il y a un arrêté ministériel qui a été adopté en mars 2020 pour permettre la délivrance sans frais d'un bon à valoir, d'une validité d'au moins 1 an. Et on s'est évidemment rendu compte dans les faits que les assurés étaient parfois amenés à devoir accepter ce bon à valoir et qu'ils n'avaient finalement pas la possibilité d'exiger le remboursement. Alors bien évidemment, les législations européennes prévoient le droit pour le voyageur d'exiger le remboursement. C'est la législation applicable sur le droit du passager aérien et on sait que le droit européen prime sur le droit belge. Et donc dans tous ces dossiers, c'est ce qu'on explique ici dans un exemple plus concret, on a effectivement milité pour, et sur base des directives européennes, pour mettre en demeure les différents intervenants, les organisateurs de voyages, les compagnies aériennes, de rembourser tout simplement, purement et simplement l'assuré sans attendre l'expiration du bon à valoir. On était bien évidemment suivi par test achat et dans de nombreux dossiers, on a quand même pu constater qu'on a pu obtenir un remboursement à bref délai. Alors, troisième exemple, commentaire calomnieux en ligne, aussi un exemple très concret que nous avons rencontré. Donc là, pour le coup, notre assuré était un cabinet médical
Une patiente se présente au cabinet pour effectuer un test Covid et finit par faire de la mauvaise publicité en postant un commentaire calomnieux et diffamatoire sur Facebook. Donc, ce tiers patient va prétendre dans sa publication que les règles sanitaires de ce cabinet médical ne sont absolument pas respectées au niveau des distanciations, des infections, ventilation, etc. Ça fait évidemment une très mauvaise pub pour le cabinet médical. Son droit à l'image et à sa réputation en est évidemment atteinte. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement dans les faits? 2 plans d'action, je dirais. Premièrement, on a actionné la garantie recours civil dommage online, puisqu'il y a là clairement une atteinte à la réputation de notre assuré. Et donc, on a pu, via cette garantie, mener des actions contre le tiers pour réclamer des dommages et intérêts. Et parallèlement, on a actionné concomitamment la garantie delete service pour procéder à la suppression pure et simple de la publication sur Facebook. Alors, 4e exemple rencontré, l'escroquerie. Là aussi, malheureusement, force est de constater que les cas de fraude et d'escroquerie sur Internet se multiplient. Donc, dans le cas présent, notre assuré a en fait fait une réservation pour une maison de vacances sur un site. L'assuré a conclu donc par ce biais un contrat de location pour cette maison de vacances. Il a reçu un email contenant le détail de la réservation et une invitation à payer le prix de cette réservation. Et au moment où il reçoit l'invitation à payer, il constate effectivement que le compte est logé au Royaume-Uni. Bon, il ne s'inquiète pas plus que ça, puisqu'on a vraiment ici l'utilisation tout à fait officielle de la page et du site qui héberge l'annonce. Donc, il paye, il effectue le versement, et en retournant sur le site quelque temps après, il se rend compte qu'en fait, l'annonce à laquelle il avait répondu a disparu. Cette annonce avait été mise en ligne par un escroc, par un fraudeur, sur le site en fait officiel, sur un site tout à fait officiel, donc on retrouvait exactement la même annonce pour la maison de vacances. Donc, notre assuré nous a déclaré le sinistre. Nous avons immédiatement pris contact avec le site qui héberge cette annonce et le site web refuse d'indemniser notre assuré, faisant valoir finalement qu'il a été quelque part négligent. Alors, là aussi, vous avez 2 plans d'action, si je puis dire. Vous avez certainement le recours contre le tiers fraudeur qui est ici, comme c'est souvent le cas malheureusement, à un tiers finalement qui n'est pas identifié et probablement insolvable, qui va de toute façon générer et commencer par le dépôt d'une plainte au pénal pour qu'une enquête pénale soit diligentée et qu'on puisse, au terme de cette enquête pénale, tenter d'identifier le tiers. Mais cette plainte pourrait être classée sans suite si on ne parvient pas à identifier le tiers ou si d'aventure, comme c'est le cas malheureusement souvent, le parquet classe sans suite pour motif autre priorité. On pourrait envisager le dépôt d'une plainte entre les mains d'un juge d'instruction pour venir contourner cette difficulté du classement sans suite et finalement demander au juge d'instruction de diligenter une enquête qui permettrait d'identifier le ou les titulaires du numéro de compte ici qui est logé au Royaume-Uni. Puisque si vous avez un numéro de compte, vous avez le titulaire d'un compte et a priori parvenez à identifier le tiers. Bien sûr, ça suppose que le juge d'instruction accepte le dépôt de la plainte et diligente les devoirs qui lui sont demandés. Ça prendra du temps. On a malheureusement un arriéré judiciaire assez important, il faut bien le dire, ici en Belgique. Donc, si c'est exécuté, ça ne pourra peut-être l'être que d'ici quelques semaines ou quelques mois. Donc finalement, les chances de percevoir les fonds par ce biais sont assez relatives. Ce qui est donc intéressant et ce que nous avons fait dans un dossier comme celui-là, c'est envisager un recours contre l'hébergeur d'annonces de location de maisons de vacances, donc le site officiel. On cite, pour ne pas le citer, par exemple, c'est Booking. L'hébergeur d'annonces de location de maisons de vacances a effectivement un devoir d'information. Pour lutter contre cette fraude, il faut savoir que ces sites-là doivent prévoir un système de sécurité
hors pair qui doit finalement aider à collaborer au mieux à la lutte contre les contenus illicites. Donc ils ont vraiment un devoir de prudence et de diligence contre lequel on peut s'appuyer pour tenter d'obtenir une indemnisation à cet égard. Alors, un autre exemple, c'est le phishing. On en a parlé, on l'a défini. Le phishing, on l'appelle aussi l'hameçonnage. C'est vraiment l'idée d'aller pêcher les informations bancaires contre la volonté de notre assuré. Alors, dans ce cas-ci, l'assuré avait été contacté par un SMS en néerlandais qui venait prétendument de sa banque, c'était ING dans ce cas-ci, et qui contenait en fait un lien vers un système de vérification de ses codes PIN, etc., etc. Elle a cliqué sur le lien, elle a suivi les instructions du lien. Elle a été dirigée pour le coup vers une interface qui imite celle de sa banque. En l'occurrence, c'était l'application Home Bank qui était extrêmement bien faite. Et donc, voilà, elle a fait confiance, elle a encodé le code de sa carte bancaire à 2 reprises et a eu évidemment la désagréable surprise de constater que 3 jours plus tard, 2 versements vers un compte X à Amsterdam, dont elle n'est pas l'origine, ont été effectués. Alors bien évidemment, notre assuré a dans un premier temps porté plainte à la police, bloqué sa carte et contacté sa banque pour demander à sa banque le remboursement. La banque, dans ce cas précis, avait refusé d'intervenir au motif que l'assuré aurait volontairement, ou en tous les cas aurait facilité la fraude en communiquant des informations strictement personnelles et confidentielles. Elle lui reproche donc un défaut de prudence. Et nous avons là aussi milité dans ce dossier pour pouvoir obtenir satisfaction pour compte de notre assuré sur base du Code de droit économique. Il faut savoir que le Code de droit économique prévoit le remboursement de l'intégralité d'une transaction contestée si, je cite, donc une perte, un vol ou un détournement d'un instrument de paiement, comme c'est le cas ici, ne pouvait pas être détecté par le payeur avant le paiement. La banque doit alors indemniser, c'est une obligation, sauf si l'opération effectuée par le client est constitutive d'un cas de négligence grave, ce que la banque doit encore démontrer. Voilà pour quelques exemples que nous avons rencontrés dans le cadre de nos dossiers. J'espère qu'ils ont été assez éclairants. Je recède la parole à Yves pour les questions que vous auriez éventuellement à poser. Merci beaucoup Stéphanie. En effet, chers téléspectateurs, on arrive tout doucement presque à la fin de ce webinaire. Je vous remercie déjà pour toutes les questions. Je propose, Anne et Stéphanie, qu'on les parcourt ensemble. La première question, plutôt pour toi, Stéphanie, est la suivante. Dans quelle mesure pouvons-nous arrêter les actions d'un coupable de cybercriminalité afin d'éviter justement la répétition constante? Oui, alors Yves, il existe effectivement différentes plans d'action, si je puis dire. Bon, le premier auquel on pense est tout de suite le dépôt d'une plainte au pénal pour que l'auteur, s'il est identifié, soit traduit devant un juge pénal qui pourra infliger une sanction pénale, peine d'amende, emprisonnement. Et dans ce cadre-là, notre assuré pourra évidemment réclamer des dommages et intérêts. Cette condamnation judiciaire, si elle aboutit, pourra donner lieu à des voies d'exécution habituelles, par exemple une saisie, pour pouvoir obtenir clairement le paiement de ces dommages et intérêts. On pourrait aussi imaginer d'agir sur le plan civil, encore une fois, si le tiers est identifié, et demander à un juge au civil le retrait, par exemple, d'une publication au contenu préjudiciable, moyennant le paiement d'une astreinte. Donc une astreinte, c'est un moyen de pression pour forcer véritablement le débiteur à s'exécuter, à exécuter une obligation. Et en fait, c'est une condamnation au paiement d'une somme d'argent par jour de retard. Donc, il existe plusieurs moyens d'action pour empêcher effectivement et très concrètement le tiers de commettre ces actes frauduleux de façon répétée. Merci en tout cas, Stéphanie. La prochaine question, je vais peut-être la poser à toi. Anne propre plutôt l'hameçonnage. Imaginons qu'il ne soit pas plus intéressant de payer en ligne, demande le téléspectateur, avec une carte de crédit plutôt qu'avec une carte de débit. Qu'est-ce que toi t'en penses?
Bah voilà une bonne question aussi. Maintenant, je dirais qu'à proprement parler, on recommandera aussi quand même favorablement d'utiliser plutôt une carte de crédit quand vous êtes face à vos assurés qui vous posent ce genre de questions, dans la mesure, dans de bon nombreux cas, de beaucoup d'organismes financiers, donc beaucoup de banques lient à ces cartes de crédit toute une série d'assurances. Donc ils vont pouvoir aussi notamment se mettre en marge quand vos assurés font des achats sur le net, avec une protection de leurs achats, avec des assurances des assurances annulation de leur voyage quand les voyages sont directement aussi réglés au moyen de leur carte. Donc in fine, je préconise l'utilisation donc d'une carte de crédit à une carte de débit. Merci. Voilà. Autre question pour toi, Stéphanie. Quels dommages et intérêts peuvent être réclamés pour diffamation et calomnie, s'il te plaît? Alors, en matière de dommages et intérêts, il n'y a pas de montants concrètement qui sont fixés dans la loi. Donc, ce sera à la liberté d'appréciation du juge qui va évidemment, au moment où il va allouer les dommages et intérêts, étudier les circonstances de fait qui s'opposent à lui. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent vraiment influencer le montant de cette condamnation. On peut aller d'1 euro symbolique à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, ça dépend vraiment de chaque cas d'espèce. Ok, merci. Plutôt encore une question pour toi aussi, Stéphanie. Dans le cas d'une action civile, on souhaiterait savoir contre qui utilisons-nous justement l'assistance juridique. En général, on n'est pas toujours en mesure de connaître l'auteur des infractions. Comment est-ce qu'on arrive à identifier cela? Alors c'est vrai, je l'ai dit d'ailleurs, ce qu'on constate dans bon nombre de dossiers, c'est qu'évidemment le tiers n'est pas identifié et est souvent insolvable. Alors la plainte pénale, qui est le premier réflexe à avoir dans ce genre de circonstances, c'est le déclencheur d'une enquête pénale. Donc vous avez concrètement des policiers qui vont ouvrir un dossier et faire des devoirs d'enquête au terme desquels ils vont peut-être pouvoir bien identifier le tiers. Alors, faut savoir que parfois, on a des plaintes qui s'enchaînent à l'égard d'une même manipulation, d'une même fraude sur Internet, et donc on rassemble tous les dossiers. Et à l'aide parfois de commissions rogatoires internationales, on parvient à assembler les pièces de puzzle pour véritablement identifier un tiers. Et si ce n'est pas possible au terme d'une plainte pénale, il est encore possible de se constituer partie civile entre les mains d'un juge d'instruction, comme je l'ai dit, et le juge d'instruction a des pouvoirs extrêmement étendus, je ne vais pas expliquer ça en détail, mais qui lui permettent parfois de remonter au tiers et de l'identifier. Ok, merci en tout cas. Dernière question. Concernant un cabinet médical, je pense que c'était par rapport à l'exemple qui a été évoqué là tout à l'heure. On cite que... donc, je vais lire. Le cas du cabinet médical que vous citez n'est pourtant pas le domaine privé. Donc, en effet, je pense qu'on ne se limite pas avec uniquement le web actif dans le domaine privé. Le web actif et les garanties s'appliquent aussi dans le domaine professionnel. Je pense que Stéphanie l'avait évoqué. Oui. Surtout dans nos produits entreprise Business Gold, les produits tout risque sauf... comme Business One Gold, Business Gold ou même les produits médicaux Gold. Donc, peut-être encore une dernière question ici. Comment traitez-vous les délits commis par les parties situées en dehors de notre pays ou en dehors de l'Europe? Est-ce que quelqu'un veut répondre par rapport à ça? Mais... de la même façon, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'assuré subit son dommage ici en Belgique, de toute façon, il va se présenter au premier poste de police de son compétent par rapport à son domicile, et il va porter plainte. Et donc, peu importe in fine que le tiers se trouve au Royaume-Uni, par exemple, je l'ai cité cet exemple-là, tant que le dommage a été subi en Belgique, donc territorialement, il n'y aura pas de problème au niveau de notre couverture, de notre compétence, et les juridictions belges seront a priori compétentes pour pouvoir traiter ce dossier-là. Donc, bien souvent, ce sont des tiers, effectivement, qui se trouvent en pays étranger, mais ça ne change rien, je dirais, à la couverture du dossier ici, en l'occurrence.
Merci en tout cas à nouveau Stéphanie, merci à Anne. Avec plaisir. De notre côté, chez les spectateurs, il me souhaite encore à vous poser une question, plutôt à vous inviter à participer, à remplir le formulaire d'évaluation qui va apparaître là sur votre écran. Une fois que ça s'est fait, je le dis encore une fois au nom de Anne et de Stéphanie, on veut naturellement vous remercier pour votre participation. Vous étiez à nouveau très nombreux à être présents pour ce dernier webinaire de cette année. Et au nom d'ARAG, et toute l'équipe d'ARAG qui a travaillé à ce webinaire, on vous remercie et on vous invite chaleureusement en début d'année prochaine. Bonne fin de journée, au revoir.